tu viens prendre un café? Hello tout le monde, bienvenue chez Double Espresso, le podcast de demain. Alors aujourd'hui, on est entouré de Katie, Aneta et Kelly pour un podcast sur l'ascension au Népal. Donc vous allez bien les filles? Oui, très bien, merci. Très bien. Motivées à partager cette expérience avec nous? Ouais, Yes. à fond. Parfait. On a aussi Sarah qui là nous fait des petites stories, mais Hello. bonjour. Voilà, parfait. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet hyper intéressant. Il faut savoir que les filles qui nous entourent, également Sarah, ont fait l'ascension au Népal. Donc, elles vont nous partager un peu leur expérience. Tout d'abord, on aimerait savoir un peu quelle montagne vous avez gravi, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, Katie, tu peux nous raconter un petit peu, en 2-3 mots? Oui, moi j'ai fait le Tsergori à 5000 mètres d'altitude dans la vallée du Langtang, qui est un parc national au Népal. Ok, tu l'as fait seule? Ouais. Et t'es partie quand? T'es revenue quand? Je suis partie du 1er au 30 novembre 2024. D'accord, donc c'est quand même récent. Et Aneta et Kelly? Alors moi j'en ai fait 3. Je suis retournée au Népal 3 fois. Ah ouais, c'est une La queen, elle. première c'était Mardi Himal, donc c'est là que j'avais fait, j'étais accompagnée d'un guide. Ensuite Poon Hill, c'était l'année d'après, non c'est pas vrai, c'était 2 mois plus tard à Noël avec une copine. C'est à combien de mètres, juste, les Poon montagnes? Hill c'était pas très haut, Mhm. je crois 3500, je crois le plus haut, et puis Mardi Himal j'étais à 4005. Et puis avec Ellie on a fait l'Everest Base Camp en mars, qui était à, Kelly à combien? 5364 mètres. Wow. Et toi, Sarah? Donc, si vous avez bien compris, Aneta et Kelly sont partis ensemble pour la dernière ascension. Et juste pour la petite précision, Katie et Kelly sont sœurs et Aneta, Katie et Kelly sont cousines. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai fait la vallée de Narpou et le tour de l'Annapurna, puis j'ai fait 2 cols, mais le plus connu, c'est Kangla Pass, qui était à, si mes souvenirs sont bons, 5460 mètres, je crois, un truc comme ça. Bon, on retiendra pas les noms des montagnes, mais voilà. Alors, donc moi, ce qui m'intéresse un peu de savoir, c'est déjà qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce type d'ascension-là? Un peu, si c'était un petit peu une rupture dans votre vie, vous vous êtes dit, ouais, j'ai besoin de changement, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire, ou c'était juste, voilà, vous avez voulu vous lancer un défi personnel, un peu, quel était votre mindset avant de partir, dans quel contexte vous étiez au niveau personnel, parce que, voilà, moi, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ce type Mais si, Dodo. d'activité-là. Tu Non, le je te feras, jure que je non. te jure, tu le feras. Non, non. Du coup, Kelly... Du coup, je me lance. Moi, je suis en année sabbatique qui se prolonge un petit peu. Et je regarde souvent des documentaires sur la montagne. Et ce qui m'a donné envie de partir, c'est aussi le fait que ma sœur soit partie. C'est un peu grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a donné les contacts au Népal, etc. Et aussi, on avait discuté avec Aneta de repartir en vacances ensemble parce qu'on était déjà partis l'année d'avant, à peu près à la même période, au Sri Lanka. Et on s'est dit que qu'est-ce qu'on pourrait faire. On avait toutes les deux envie d'un challenge. Et je pense que le Népal, c'était quelque chose... c'était un peu un rêve, quoi. Et du coup, on est partis ensemble 3 semaines. Ok, top. C'était simplement une envie de partir au Népal, vu que ta sœur avait eu cette expérience-là, et puis qu'elle avait bien, bien kiffé. Tu t'es dit, why not? Ouais, c'était pas un de tes rêves, quoi. Oui, c'était. Parce que, comme j'ai dit avant, je regarde souvent des documentaires sur la montagne. Et je savais qu'un jour ou l'autre, je le ferais. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt dans ma vie. Mais les choses, elles se sont faites assez facilement. Enfin, il faut dire qu'on a organisé ça en 1 mois, Ok. Ouais. notre voyage au Népal. Donc, Un peu sur un coup de tête. ouais. Et vraiment, les choses se sont alignées assez facilement pour qu'on puisse le faire. Et c'était quand même, de faire le camp de base de l'Everest, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, d'assez difficile physiquement et mentalement. Donc, c'est quand même un rêve. Donc vous êtes des folles. En gros, oui. Non, mais c'est vrai, moi, quand je disais à mes amis, on va partir faire l'Everest Base Camp, etc. Enfin, franchement, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, non, mais t'es sado, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu continues à faire la randonnée en haute altitude? Enfin, c'est risqué, etc. Et oui, en fait, c'est risqué, mais au final, on en parlera plus tard, j'imagine.
En fait, on en ressort aussi tellement grandi de cette expérience. Et on en parlait avant avec Kelly dans la voiture. En fait, quand on fait ce genre d'expérience, il faut vraiment choisir les gens avec qui on va. Ouais. Enfin, c'est la chose la plus importante parce que voilà, on va se challenger mentalement, physiquement. Enfin, il y a des jours où ça va aller, d'autres où ça va pas aller, on va tomber malade. Et puis si on est accompagné de quelqu'un avec qui ça va pas, enfin, l'expérience peut tourner au cauchemar. Et nous aussi, on a eu nos moments difficiles, on a aussi des moments qui étaient extraordinaires. On se connaît tellement bien qu'on sait. Ouais. Et toi, Katie Raconte-nous. Oui, moi, ça remonte à l'école obligatoire. J'avais fait un exposé sur le Népal. Okay. Mais c'est vrai que voilà, l'exposé avait passé, etc. Et puis, l'idée de partir déjà au Népal, c'était pas du tout un projet d'enfance ou quoi. Mais quand j'ai découvert Kilomètre Zéro, il y a le souvenir qui est revenu et... Je sais pas, j'ai fêté mes 30 ans et je voulais marquer le coup pour mes 30 ans et me challenger aussi de me dire, en fait, allez, fais un truc pour toi. Déjà, je suis partie toute seule, donc... C'était la première fois que tu partais seule ? Non, j'avais fait des séjours linguistiques, j'avais voyagé quand même seule, mais là, le Népal, ça sonnait différemment. C'est quelque chose qui était beaucoup plus... C'était pour moi, en fait. C'était mon cadeau de moi à moi, même si j'ai été sponsorisée par mes copains et copines. Voilà, il y a beaucoup de choses qui... Pour moi, c'était important. Ce voyage des 30 ans, pour mes 30 ans, au final, c'était très important. Et ouais, c'est me challenger, me redécouvrir ce que c'est d'avoir peur et comment j'ai géré la peur ou l'angoisse, toutes ces phases que, en fait, dans ta vie quotidienne, tu t'aperçois que elles sont là et puis tu as trouvé des petits outils et tu arrives à vivre avec, même si des fois c'est horrible, mais voilà. Juste Kilomètre Zéro, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, honte à vous si vous n'avez jamais lu ce livre. On ne juge pas. Pardon. Du coup, Kilomètre Zéro, c'est un livre qu'on recommande fortement parce que je crois que ça a changé des vies. Alors, pas pour Dodo. Non, alors... Mais elle va le relire et elle aura une autre approche. Sûre, mais voilà. Mais oui, ça peut changer des vies, certaines vies, effectivement. Mais du coup, c'est fou que tu disais ça remonte de l'école, que tu as attendu toutes ces années et qu'il a fallu que tu lises Kilomètre Zéro pour que tu te dises, tiens, en fait, c'est là que je veux aller. Ouais. Et finalement, j'ai pas fait le même chemin qu'elle l'a fait dans son livre. Mais ça... Quand tu pars avec un guide, parce que tu es obligé de partir avec un guide, de toute façon, en trek au Népal actuellement... tu te dis, ton guide, c'est ton chantier et il y a plein de choses qui... Dans le livre où tu dis, ouais, en fait, c'est vraiment comme ça. Et moi, ça m'a permis un peu de mettre des images sur ce que j'avais lu, au final. Et il m'a parlé, je l'ai d'ailleurs relu pendant le trek. Donc, il y a quand même quelque chose qui m'a traversée. Il y avait une des pages où elle avait noté des trucs qui m'avaient marqué et que je me suis dit, je vais le garder, quoi. C'est beau. Et toi, Sarah ? Oh, mais moi, c'est long. Je vais essayer de... Moi, ça n'a rien à voir. Alors, je suis plus une femme des océans que de la montagne. Bon, alors maintenant, plus. Du coup. Enfin, toujours l'océan, bien sûr, mais j'ai appris à apprécier, à me réconcilier avec la montagne. Mais je voyage énormément, mais jamais je me suis dit que je partirais au Népal. Ça n'a jamais été un pays qui m'a traversé l'esprit. Et en fait, il s'avère que, comme vous le savez, j'ai perdu ma mère il y a 8 ans, et je suis allée voir une médium, et cette médium, elle m'a dit... Enfin, elle m'a sorti ça comme ça, en mode... c'était il y a 2 ans bientôt. C'est fou parce que je te vois, toi et ta mère, faire la même ascension au même moment, sur la même marche, en quête de votre paix intérieure, et vous y êtes presque. En fait, il reste quelques marches, en fait. Enfin, elle me disait, c'est beau de voir ça, puis elle me dit ça avec une larme qui coule, et ça m'a trop touchée, en vrai. Mais j'ai pas capté le message tout de suite, et je me suis dit, c'est trop beau, ça vibrait trop juste, et je me suis dit, c'est un truc que je peux partager avec ma mère encore. Et en fait, les mois sont passés, et il s'avère que pour 1000 raisons, sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique au taf. Je sais pas, j'ai eu un appel du cœur qui m'a dit, faut que tu partes. Donc j'ai dit à ma chef, please, offre-moi un congé sabbatique. Pour avoir été témoin de ce moment, c'était vraiment
Alors, c'est pas du tout réfléchi. Elle est arrivée un jour, elle a dit ouais, il me faut 3 mois, je sais pas ce que je fais, mais il me faut 3 mois. Et j'étais là, what the fuck, tu veux faire quoi? T'es sûre que tout va bien? Et puis, ouais, elle l'a vraiment fait de cette manière-là. Hein. Ouais, vraiment, je l'ai regardé. Parce que j'avais une opportunité aux Philippines et ça s'était pas fait. Et là, j'étais trop vénère. Et donc, je regarde ma chef au loin et je dis Rose, faut qu'on parle. Et t'es là, what? Bref, et du coup, j'avais pas de thunes sur mes comptes, donc c'était super. J'ai vraiment été irréfléchie. Entre deux, j'avais lu Kilomètre Zéro qui m'a énormément marqué. Vraiment, je le recommande à tout le monde. Et j'ai trouvé trop beau. Mais j'avais pas fait toutes les connexions dans ma tête encore. Et un jour, j'ai rencontré une dame qui était aussi médium, mais je n'étais pas allée la voir en tant que médium, c'était plus pour papoter. Et en fait, elle m'a dit, elle est décédée quand ta mère? Puis je l'avais il y a 7 ans, donc à l'époque. Et elle me dit, ah ok, trop intéressant, 7 ans, c'est la fin d'un cycle. Et je dis, ok. Et elle me dit, je sens qu'elle est encore bloquée ici, il y a quelque chose ou quelqu'un qui la retient, peut-être qu'il serait temps qu'elle parte. Et je dis, ok, bref. Et en fait, je rentre chez moi ce jour-là et il y a toutes les connexions qui se font dans ma tête et je me dis, c'est fou. Ah, et j'ai oublié de vous dire, un matin, je me suis réveillée aussi avec l'envie d'aller au Népal, alors que, je vous le répète, moi, la montagne, ça faisait 20, comparé à Kelly, par exemple. Et du coup, là, j'ai eu toutes les connexions. Je me suis dit, c'est fou. On fait la même ascension au même moment. J'ai voulu partir sur un coup de tête. J'ai eu un appel du cœur pour le Népal. Et il y a cette fameuse dame qui me dit que il faudrait boucler la boucle avec ma mère. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais aller gravir physiquement une montagne pour que ma mère puisse rejoindre la lumière. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Voilà. Trop cute. Vraiment. Et puis, juste pour revenir du coup sur Kilomètre Zéro, est-ce que vous l'avez toutes lues autour de la table? Oui. Puis, ouais. Et ça vous a parlé à toutes ou bien ça a résonné en vous? Alors, ça fait un moment que je l'ai lu. Du coup, les souvenirs sont pas aussi frais. Mais oui, ça parle beaucoup et encore plus quand tu fais un voyage comme ça, aussi fort, aussi challengeant. Ouais. Oui, moi je l'ai lu aussi et enfin j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, mais c'est vrai qu'en fait j'ai posé le livre et je me suis dit en fait qu'est-ce que j'ai retenu réellement de cette histoire en fait. Et je sais, elle essaie de faire, c'est Maud, hein, voilà Maud, elle essaie de faire plein de connexions spirituelles, etc. Et moi j'étais déjà allée au Népal avant ça, j'avais fait une retraite de yoga donc c'était très spirituel et tout. Et je me suis dit tiens je vais retrouver pas mal de choses de ce que moi j'ai appris dans ce livre-là. Et en fait, non, j'ai vraiment senti une déconnexion entre ce qu'elle disait, et c'est trop bien si pour vous ça parlait, mais moi, j'ai pas du tout retrouvé ça. Et je trouve que c'est dommage. Peut-être que je devrais le relire et j'aurais une expérience un petit peu différente. Ouais, c'était pas... je sais pas, ça m'a pas trop parlé, mais l'histoire en soi, elle était très belle. J'ai adoré quand elle décrivait les paysages en Népal pour l'Annapurna, etc. Mais pour moi, ça s'arrêtait là. Moi, je pense qu'il a été bénéfique à un moment donné. C'est-à-dire que potentiellement, toi, t'y es allé, c'est la 3e fois que tu y retournes. Peut-être que tu connaissais déjà, tu avais déjà cette idée dans la tête de comment c'était. Mais pour quelqu'un qui commence le livre et puis qui n'a aucune idée de comment c'est, le Népal, le Katmandou, c'est un chaos organisé. Ouais, Voilà, moi, je n'en avais aucune idée. Et dans le livre, elle n'en parle pas forcément. Hein. Moi, je trouve que tu découvres ça petit à petit. Et elle parle plus de développement personnel où elle est à fond dans son job, etc. Et puis qu'à un moment donné, on lui dit, mais il faut que tu déconnectes parce que en guillemets, c'est ce que je comprends, peut-être que je me trompe, mais ils lui disent, il faut que tu déconnectes parce qu'aujourd'hui, t'es à 1000% pour quelque chose, mais est-ce que t'es certaine que c'est ça ton driver, quoi? Est-ce que, concrètement. Et moi, je pense que c'est à un moment donné, je l'ai lu à un moment donné où j'en avais besoin. Il est venu et il m'a fait du bien et ça m'a donné aussi potentiellement l'idée de faire un truc pour moi en fait et de me dire ouais, je pense que ça dépend aussi dans quel mindset tu es parce que moi je l'ai aussi lu mais c'est vrai que ça m'a pas tellement parlé, j'ai eu beaucoup de difficultés à le terminer. Pour moi c'était un peu trop tiré par les cheveux des fois, en mode il faut tout le temps voir la vie de manière positive. Puis je sais pas, je l'ai perçu comme ça, mais peut-être effectivement je l'ai lu dans une période de ma vie où je ressentais peut-être pas le besoin
de recevoir un message comme celui-ci. C'est pour ça que ça n'a pas résonné en moi. Mais Pourtant, j'avais eu vos échos où vous me l'avez vendu. Je trouve fou parce que je pense qu'il y a 2 lectures de ce livre. Oui, T'as justement littéraire et puis où tu le vis. Je sais pas. C'est vrai, t'as raison. Moi, je l'ai lu en Mais mode. c'est je lis comment une tu histoire. lis les phrases dans le sens où il y a un moment donné, moi aussi j'ai lu il y a longtemps en vrai, mais je me rappelle, ça m'avait marqué. Elle était dans la voiture pour aller au Népal, enfin elle était au Népal, mais elle allait je sais plus où dans sa voiture. Et il y a un gars, je me rappelle plus trop exactement, mais il la dépasse, puis en fait tout le monde l'insulte, et puis là le Chanty, il dit. Mais tu sais pas en fait ce qui se passe dans sa vie à ce mec. Soit sa femme elle est à l'hôpital, soit j'en sais rien. Enfin, tu peux pas supposer un truc et envoyer autant de haine à quelqu'un alors que t'en sais rien. Et en fait, ça c'est un truc qui m'a marqué. Puis je trouve que tout le livre, t'as vraiment du vrai. Si tu sais, pardon de doigt. Non, mais tu peux. Hein. Non, mais si tu décryptes bien le message, c'est vrai qu'il peut être un peu cucu, soit. Mais si tu vas vraiment comprendre ce qu'elle veut te dire, ben, t'as plein de leçons de vie. Et je trouve que ça, par contre. Ça reflète le Népal, parce que j'ai jamais autant appris sur des leçons de vie qu'au Népal, jamais. Si je peux juste rebondir là-dessus, en fait, moi, le message principal qui est ressorti de ce livre pour moi, c'était qu'en fait, quand tu gravis une montagne, tu pars, je sais pas, tu pars dans un certain mindset, etc. Et quand tu redescends de la montagne, en fait, tu es une personne complètement différente. Et je pense avec Kelly, c'était vraiment le cas quand nous, on a fait notre trek. Et moi, mon expérience à moi, j'ai fait plusieurs montagnes, j'ai fait Kilimandjaro, etc. Et en fait, à chaque fois que je redescendais de la montagne, j'étais une autre personne. Enfin, vraiment, t'es tellement plus grandi, t'as appris tellement de choses sur toi. Et je pense que c'est pareil pour toi, Sarah. Tu dis, voilà, c'est une leçon de vie. Je suis persuadée que si tu refais un autre sommet, tu seras une autre personne, une autre version de toi-même. Et en fait, à chaque fois, une meilleure version de toi-même. Ça, j'en suis convaincue. Je pense pour nous toutes. Oui, moi, j'aimerais ajouter que le développement personnel dans ce livre, c'est juste des choses qu'on sait tous, mais c'est juste un rappel de se remettre en question. Et sur la chose où il faut toujours être positive, les Népalais sont très positifs et ils voient que le positif tout le temps. Mais d'ailleurs, ça, je trouve, dans le livre, elle le reprend hyper bien. On voit la gentillesse des gens dans les tea house, etc. L'accueil, qui sont bienveillants, qui sont toujours là pour t'encourager, même dans les moments difficiles. C'était Chanty, le guide, hein, c'est ça. Donc, il était toujours là, non mais allez, on va y arriver, t'inquiète pas, encore un petit peu plus, etc. Et ça, tellement. Ouais, ça, elle a très très bien repris. Je suis d'accord. Ça, c'est un fait. Hein. Franchement, je pense que les gens au Népal, ils m'ont trop marqué. Je pense qu'on en parlera après. Mais rien que les porteurs, quand tu vois mais tout ce qu'ils font et que... Ça m'a brisé le cœur. Quand ils portent tout ce qu'ils portent et ils sont toujours de bonne humeur et en fait ils sont là, ils continuent et ils te poussent limite, ils te poussent physiquement et ils verront jamais le mal dans l'histoire. Ils m'impressionnent ces gens. Bon, du coup, on vous laisse partager vos expériences et nous expliquer un peu comment tout s'est passé. Mais je crois que je l'avais dit, donc juste expliquer. Honneur aux plus âgés. Les pas plus âgées. C'est la plus vieille. C'est bon. On dirait pas. C'est pas quel gentil, âge ça t'a Je vais avoir 33 à la fin du mois. Merci, Elle est redirez petite, cette botox. Elle fait du baby botox, please. Oh, ça va, j'ai fait une fois, c'est parti. Moi, je fais rien avec la... Regarde. Non, c'est juste que I'm Katie a glowing. l'air plus mature que nous toutes réunies. Ok, du coup les filles, la parole est à vous. Qui veut se lancer pour nous raconter cette folle histoire? Ok, alors moi, mon expérience. Mon expérience perso, hein. Donc voilà, je suis partie avec Kelly. En gros, le voyage était super. Mais moi, je suis partie, mais tellement confiante. Vraiment, j'étais, non, mais ça va super bien se passer. J'avais de l'expérience en haute altitude, des treks sur plusieurs jours, etc. Pas de souci. Mais en fait, alors on a commencé le trek. Et dès le 2e jour, mais j'étais au bout de ma vie. Mais littéralement au bout de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. T'es malade ou... Ah non, juste mentalement, physiquement, Tu peux préciser comment le trek a commencé? Ah oui, faut pas oublier qu'on a dû prendre un avion. Donc, on a atterri à l'aéroport le plus dangereux au monde. Donc, Lukla. Qui est à 2800 mètres d'altitude. Exactement. Et donc, avec Kelly, on priait dans l'avion pour ne pas se crasher, littéralement. Mais c'était les 18 minutes les plus longues de notre vie. Bon, déjà là, on est là. Bon, ça donne un petit peu le ton du trek. Mais bref, sincèrement, à partir du 2e jour, pour moi, c'était un enfer. Mais un enfer quotidien. Je me réveillais,
et je dormais très peu, je n'arrivais pas à dormir, mais je me réveillais, je me disais, mais putain, ça va être une journée de merde. C'était ça, littéralement. Puis en fait, chaque jour, on continuait, mais je pense que j'ai pleuré pendant 14 jours. Mais littéralement? Non, mais Kelly peut confirmer que chaque jour, je pleurais. Il y avait Je un moment dans la balançais mes journée bâtons de où, marche, j'étais, mais ça suffit, la journée va. Et notre guide, d'ailleurs, il a dit, mais Aneta, t'as payé pour ça. Je dis, putain, c'est vrai. Faut que je continue. Mais c'était, honnêtement, l'expérience la plus dure de ma vie. Ok. Et je ne sais pas si un jour, quelque chose va se rapprocher de ça. Mm. Mais c'était incroyable, tout était incroyable, la vue était incroyable. Et en fait, je m'en voulais à moi-même parce que, enfin, on est tout allé au Népal, et ça a coupé le souffle. Mhm. Et j'ai l'impression que... T'as pas profité comme t'aurais dû? Ouais, en fait, dans mon mental, enfin, j'en ai tellement pris un sacré coup que, ouais, j'ai l'impression d'être quand même peut-être passé un petit peu à côté de quelque chose. Mhm. Et je me suis dit, non, mais je vais plus jamais refaire ça, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine. Et franchement, j'ai retrouvé des notes sur mon téléphone que j'écrivais à 4h du matin parce que j'arrivais pas à dormir, j'étais en apnée, enfin, bref. Et je disais, ah, putain, je vais plus jamais refaire ça, nanana. Et puis, en fait, quand on est redescendu, je disais, ah, bon, c'est quand je peux refaire un trek. Non, mais c'est vrai, là, je pense déjà à faire l'Annapurna, le circuit de l'Annapurna. Mais ouais. Mais c'était très très dur. Vraiment, chaque jour était un challenge pas possible. Mhm. Kelly, elle a une expérience qui était très différente. Hein. Mais ouais, c'était compliqué pour moi. Très très compliqué. Alors pour moi, c'était magique. J'ai eu des moments difficiles, mais la beauté de la montagne rattrapait toute la difficulté. Mhm. J'ai pas eu des moments trop durs où j'étais là, j'en peux plus, je veux plus, où je pleure, etc. J'ai juste eu 2 jours où j'étais malade, où là c'était très compliqué, c'est très frustrant pour moi parce que j'ai pas pu porter mon sac. Et du coup, ça m'a beaucoup frustrée parce que pour moi, ça faisait partie du voyage et j'avais envie de faire ça de A à Z par moi-même. Et le guide m'avait même proposé un cheval C'est vrai. pour me transporter. Et je disais, non, mais t'inquiète, je vais quand même gérer. Alors, c'était pas un cheval, c'était un âne. Non, Juste c'était un pour cheval, il préciser. m'a dit. Laisse-la croire que c'est un cheval, s'il te Je plaît. te laisse croire. C'est une princesse, laisse-la Je croire. pense qu'il n'y a pas de chevaux, c'est très difficile. C'était peut-être un yak. Oh, non, merci. J'aurais eu les boules si c'était Mais un juste yak. la précision, c'était ton sac de genre 15 kilos que tu portais Non, ou... c'était mon sac de tous les jours. Ah, ok. Genre qui 5 pesait, kilos. 5 kilos environ, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir quand on fait l'Everest Base Camp, c'est que pendant plus de 10 jours, on est à plus de 4700 mètres d'altitude. Donc, tout devient hyper difficile. Oui. Respirer, c'est hyper compliqué. Dormir, c'est hyper compliqué. Et en fait, chaque kilo qu'on ajoute en plus à notre corps, c'est un challenge supplémentaire. Oui. Et ça, il y a beaucoup de gens qui omettent de Oui. le dire. Et je pense Et que il faut c'est important de savoir, le pour les préciser. gens qui connaissent pas la haute altitude, c'est qu'à partir de 3500 mètres, on sent déjà une différence sur notre corps où c'est plus difficile à respirer. Et du coup, ça rend... en fait, on est beaucoup plus lent tout le temps. Et on dort aussi dans des lodges qui sont Des lodges. à Des tea house. 0,2 degrés, quoi. La Et nuit, qui ont des choses de il fait base. super froid. Donc la nuit, quand tu dois te lever pour aller aux toilettes... Tu te lèves pas en général. Tu réfléchis à 2 fois. Ouais. Mais étant donné que tu bois énormément d'eau parce que ton corps il en a besoin, bah oui, t'y vas. Tu squattes. Mais même ça, c'est compliqué. Et le fait de juste aller aux toilettes et revenir Mhm. à ton lit, bah t'es super essoufflé. C'est comme si t'avais couru en 100 mètres. Puis en fait, Un les sprint. nuits, vous dormiez ou c'était aussi compliqué les nuits? Ça dépend de l'altitude. Hein. Alors, tu dors... Moi, Pas j'ai super tapé bien. mes meilleurs Ok. temps en montagne, c'était Tu dormais magique bien. pour moi, ouais. Mais même... c'était quoi ton Moi, max, j'étais tu à m'as dit 4000, à 4000, où Mhm. je dormais. Ok. Bah, moi, j'étais en PLS pendant 14 jours. Ouais. Mais comment vous expliquez que vous l'avez vécu tellement différemment? C'est quoi qui fait que tu le vis bien ou que tu le vis mal? Mais je pense Ton le état mental, hein, d'esprit, ouais. sincèrement. Moi, Mais en toi, fait, t'étais positive, t'es partie... Non, j'étais hyper confiante parce que j'avais de l'expérience, etc. Mais je pense quand on a commencé le trek, enfin voilà, on est des femmes, j'allais On n'a avoir pas mes règles, dormi etc. pendant Donc ça, 30 je pense- heures quand on a commencé le trek. Ça, c'est aussi Et un ça truc à prendre en compte. Ouais. Parce qu'il y a eu... moi, je recherchais l'aventure et je l'ai vraiment eu parce que quand on a commencé le trek, tous les plans étaient changés C'est et ça. du coup, on n'a vraiment pas dormi pendant 30 heures. Ouais. Et là, c'était commencer le trek vraiment fort. Et moi,
niveau mental, je voulais aller jusqu'au camp de base de l'Everest. Et vraiment, dans ma tête, c'était je veux ça et il n'y a rien qui va m'arrêter pour y aller. Même si ce petit épisode où j'étais malade, où j'ai vraiment eu le mal de tête le plus dur de ma vie, je crois. Et on a fait un col, Chola Pass, où là, j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. Non, mais littéralement, c'était à la verticale. C'était à la verticale, ouais, on était à 5400 mètres. Et le guide faisait que de contrôler mon taux d'oxygène avec l'oxymètre. Et moi, j'avais un peu peur. Lui, il était assez rassurant. J'avais 80% d'oxygène dans mon corps, alors que normalement, on en a 100 tout le temps. Et j'avais vraiment l'impression que ma tête allait exploser, ma mâchoire qui se serrait. Et là, on est descendu sur un glacier. Et plus on descendait, plus les choses allaient un peu mieux. Mais il a fallu arriver au lodge et se poser pour que tout aille bien. Vous étiez juste en groupe, en petit groupe? Oui, on était 5. On était les 2 avec 3 autres personnes. Qu'on ne connaissait pas. Mais est-ce que vous aviez tous le même niveau ou c'était des personnes plus âgées qui peut-être suivaient moins bien le groupe ou c'était tous des Non, jeunes? mais Alors, tous à peu près le même parenthèse, les personnes âgées qui suivent pas le groupe, c'est faux. Hein. Je vous raconte. Moi, C'est exactement. C'est toi qui suis pas le C'est groupe. moi qui suis pas le groupe. Ouais, non, en fait, moi j'étais la plus âgée, j'avais 32 ans, j'ai 32 ans. Kelly qui a 27, et puis entre moi ils avaient quoi, 23, entre 23 et 30 ans. Ouais. Donc on avait tous à peu près, disons, le même âge. Ouais. Mais on a tous fait de la montagne, on court tous. Je veux dire, on a Vous êtes tous actifs, un oui, mode on de est- vie assez sain. Donc, On se suivait bien. ouais. Ok. Et toi, Katie? Moi, raconte-nous, moi toi. je suis partie toute seule, donc je connaissais pas le guide. J'ai rencontré le guide sur place et enfin, on a échangé des messages WhatsApp, etc. Mais je l'ai rencontré sur place et en fait, moi c'était trop chaud parce que j'étais invitée dans la famille de mon guide. Je vous raconterai ça une autre fois peut-être, mais l'ascension pour moi, faut savoir que je me suis préparée physiquement. Moi, j'avais fait beaucoup de courses à pied, de musculation. J'avais été en montagne très souvent. T'as fait des tests aussi d'oxygène? Ouais, j'avais été à Lausanne. Il y a un endroit exprès pour aller se tester en haute altitude. Et voilà, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour qu'en fait, le jour de mon trek... Et moi, j'ai kiffé mon trek du début à la fin. J'ai aussi beaucoup pleuré. Mais pas de peur, pas de douleur. Non, en fait, je suis juste heureuse. J'étais heureuse d'être là à ce moment-là. Et ouais, reconnaissante. Ouais, vraiment de la gratitude plus. Des fois, c'était dur. Mais franchement, j'ai pas eu de douleur à part à la descente où je pouvais plus mes jambes. Parce que la descente, c'était vraiment dur. Mais le reste, je portais mon sac. J'avais mes petits snacks, machin. J'étais traitée comme une... Franchement, j'étais hyper bien traitée, et même par les propriétaires des lodges. Enfin, ouais, tout le temps. Tu l'as hyper bien vécu. Ouais. Alors, hyper bien vécu, il y a des moments où je me suis remise en question. Hein. Je me suis dit, mais punaise, quelle idée, qu'est-ce que je fous là? Est-ce qu'il y a des moments où vous vouliez juste... arrêter tous les jours. Enfin, Non. Si, vraiment. toi, Sarah? Bah ouais. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est tellement dur à expliquer. En fait, déjà, tu sais que t'es coincé dans cette montagne. Ouais, t'as pas le choix, en fait. Et l'écho, il peut pas venir à n'importe quel moment. En fait, il y a des endroits spécifiques où tu peux y avoir accès, mais la plupart du temps, non. Et donc, en fait, t'as pas le choix que de continuer, ou alors tu redescends, mais tu dois te taper, je sais pas moi, 5 jours de descente, tu vois. Donc, tu te dis, bon, allez, je continue, je prends mon mal en patience, et puis et ça va passer. Mais moi, j'allais juste dire un truc, Sarah, je pense que peut-être tu vas te reconnaître là-dedans. En fait, quand on a fini le trek, moi, j'étais très fière de moi, bien sûr, mais quelque part, j'étais aussi très déçue d'avoir eu ces moments un peu, je dirais, de faiblesse. Et j'étais, mais en fait, t'es tellement faible. Non. Franchement, j'étais tellement dure avec moi-même. Mais après, en fait, j'ai réfléchi et j'étais, mais en fait, non, pas du tout. En fait, t'es tellement forte parce qu'en fait, si t'étais faible, t'aurais arrêté au 2e jour et tu serais redescendue. Alors qu'en fait, là, pendant 14 jours, t'as marché, je sais pas moi, 20 km par jour en haute altitude. T'as pleuré, mais en fait, au final, t'as réussi, t'es redescendu en un morceau. Donc en fait, non, t'es vachement forte mentalement et je pense que, Sarah, je pense que tu te reconnais dans ça aussi. En fait, on est plus forte que ce qu'on pense, sincèrement. Alors, franchement, et je pense qu'on sera toutes d'accord, depuis que j'ai fait le Népal, il n'y a plus rien qui m'arrête. Franchement, donnez-moi tout ce qu'il y a à faire, je le fais, je me dis, il n'y a rien qui sera
ingravissable, tu vois. Donc ça, oui, clairement. Aujourd'hui, vraiment, j'accepte tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on va toutes faire l'Aerox. Je crois que c'est pas pour rien. Presque toutes. Presque toutes, presque, pardon. Mais, enfin, pour mon expérience, c'était grâce à Katie, et je te remercie parce que tu m'as beaucoup, beaucoup aidée. Non, mais qu'on se le dise. On a échangé autour d'un verre pendant l'été. Et c'est là qu'elle m'a dit, je vais au Népal. Je dis, non, moi aussi. Et donc, elle m'a trop aidée. Parce qu'elle me disait, il faut que tu te prépares à ça. Physiquement aussi, il faut que tu te prépares. Parce que moi, j'allais y aller en mode one life, hein, comme tout dans la vie, tu vois. Et elle me dit, puis c'est un truc qui m'a marqué ce que tu m'as dit. Sarah, l'humilité, c'est le mot d'or pour le Népal. Et tous les jours, j'avais Katie dans ma tête qui disait, Sarah, sois humble et écoute ton corps. Et ça, tu me l'as répété 10 fois. Je te remercierai toute ma vie parce que grâce à ça, j'ai pu aller au sommet. Et en fait, c'était fort parce que c'était drôle. Quand je suis allée, moi, j'étais avec 6 autres personnes et c'était des personnes entre 60 et 70 ans. Je me trompais de groupe. Que 3 couples. Et moi, j'étais là, flemme, avec des vieux, tout ça. Et en fait, une bonne claque dans la gueule parce que ces petits vieux que j'adore, ils étaient très chauds et c'était fort. Enfin, ils venaient de la montagne. Donc, en fait, eux, ils galopaient. Et ce qui m'a trop touchée, c'est que dans les 6, il y en a 2 qui avaient eu un cancer. Et en fait, ils étaient toujours genre à 10 minutes de moi, tu vois. Et moi, j'étais là, genre en sueur, j'en pouvais plus. Et c'était une putain de leçon de vie, ça aussi, parce que tu te dis, tu vois, au premier abord, t'as envie de juger en mode, c'est des vieux flemmes, alors qu'en fait, c'est toi, 27 ans, qui est là en train de mourir et pleurer tous les jours. Du coup, ça, c'était une belle leçon. Après, j'ai pleuré assez souvent. J'avoue, j'ai plein d'images qui me reviennent. Mais en fait, chaque pas, je le faisais pour ma mère. Donc en fait, il n'y a rien qui m'arrêtait. Même sur les genoux, sans jambes, sans rien, je l'aurais fait. Donc c'est ça qui m'accrochait au trek. Mais au-delà de ça, j'ai appris à... Moi qui ai une vie à 4000 à l'heure, pour pas dire 1000, j'ai appris à apprécier l'instant présent. Et tout est démesuré là-bas. Enfin, tu prends juste le temps de respirer et de regarder autour de toi et c'est beau. Et du coup, ça m'accrochait au trek. Et mais plusieurs fois, j'étais là, mais un des premiers cols que j'ai fait, je me rappelle, j'ai eu l'ivresse des montagnes. J'ai jamais été trop malade, mais là, je me sentais trop bourrée. Vous me direz. Même en bas de la montagne. J'avais l'habitude. Mais du coup, c'était dangereux parce qu'il y avait le flanc de la montagne. Moi, je savais pas où j'allais. Je voyais le col. Et là, j'en pouvais plus et je me disais, mais je vais mourir. Littéralement, je n'arrive plus. Et le guide, il me disait, vas-y, on y va et tout. Et là, je me disais, un pas après l'autre, je vais y arriver. Mais je me suis dit, c'est sans fin. Et je suis arrivée en haut et j'ai pleuré les larmes de... J'ai jamais autant pleuré, mais les filles, je sais pas si vous avez pleuré à 5000 mètres, mais tu pleures à 5000 mètres, tu respires plus. C'est ça. Du coup, là, je me suis dit, je vais mourir. Enfin, bref, mais du coup... c'était fou parce que le premier col, je l'ai trop mal vécu quand même. Et le deuxième col, je l'ai vécu, mais tellement bien. Peut-être je vous raconterai après, mais j'ai couru les derniers mètres pour vous dire. Enfin, tellement j'étais légère et la force que j'avais en moi, de par le fait que ma mère avait vraiment rejoint la lumière, selon ce que j'avais ressenti en tout cas. Et je me suis retrouvée toute seule à faire le dernier col. Et là, j'ai pas eu peur. Enfin, juste fait confiance à la vie. Et je me suis dit, c'est un message de l'univers, il faut juste que je le fasse seule et que je grimpe. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivée en haut, j'étais là, waouh, putain, t'es une queen, meuf. Bref, du coup, mitigé. Pas trop dans le mal comme Aneta, pas genre super comme Katie et Kelly, mais challenge, quoi. De toute façon, je pense que tu passes par toutes les émotions Totalement. En ayant ce type d'expérience. Mais toi, si je comprends bien, Sarah, tu l'as vraiment fait pour ta maman? Pour ma mère et pour moi, évidemment, parce que c'est un challenge. J'adore repousser mes limites. Et là, je vais voir à quel point j'étais capable. Mais oui, clairement, c'était pour finaliser mon deuil, ouais. Et vous, les filles, vous l'avez plus fait pour un travail sur vous-même? Ou pour un challenge personnel, sportif Moi, je l'ai fait peu de tout. Moi, je l'ai fait pour moi. Pour être honnête, comme je t'ai dit avant, il y a un bout où j'avais besoin de quelque chose de nouveau, de ressentir de nouveau la peur, l'angoisse, un peu de me dire, mais est-ce que je suis capable en fait de gérer mes émotions? Alors, non, parce que ton émotion, tu dois la vivre et tu dois l'accepter, mais je crois que aujourd'hui, j'accepterais plus facilement et de me dire, mais en fait, Katie, c'est bon, t'as le droit de vivre ce que tu vis, accepte-le, puis va de l'avant quand même.
Mais c'est très difficile quand même de trouver l'équilibre. J'avoue que quand j'étais là-bas, j'étais un peu homesick, tu vois, tu te dis, j'aurais bien aimé partager certains moments avec certaines personnes. Et même si tu le fais par le biais des réseaux sociaux, etc., c'est pas pareil parce que t'as pas physiquement l'autre personne. Moi, il y a des moments où je me suis quand même sentie seule. Parce que même s'il y a d'autres gens dans les tea house avec qui tu peux partager des repas ou un café ou juste une discussion, t'es quand même seule. Et au début, j'avais peur de ça. Je me dis, putain, je vais être toute seule. Comment je vais gérer ? Et en fait, ça s'est très bien passé. Ouais, t'es jamais seule quand t'es avec toi. Exactement. Et en fait, je me suis sentie bien. C'était OK d'avoir juste du silence, de faire mon truc pour moi, de boire mon café à ce moment-là ou de manger à ce moment-là. Enfin, c'était assez... Voilà, il fallait réapprendre peut-être cette partie-là que j'avais oubliée ou plus vécue parce que quand t'es en couple ou avec des amis ici et là, enfin, dans ta vie quotidienne, je pense qu'il y a des choses que tu oublies et en fait, de revenir un peu à la source, ça fait du bien. Et puis Kitty, vu que t'es partie seule, je pense aussi c'est réapprendre à se faire confiance. Totalement. Et qu'en fait, toutes tes intuitions, tout ce que t'as ressenti, c'était hyper valide en fait. Totalement. Alors cette ascension, moi je l'ai fait pour moi, pour me prouver à moi-même que j'étais capable autant physiquement que mentalement, je dirais plus mentalement, parce que physiquement je doutais pas trop, mais mentalement peut-être un peu, je doutais de moi. Et ça m'a bien prouvé que mon mental il était là et que je pouvais vraiment me faire confiance et prendre mes propres décisions. Et aussi de voir l'Everest de mes propres yeux, c'était incroyable. Et ouais, vraiment. C'est vrai que tu te dis pas je vais aller faire un voyage dans l'Himalaya en fait. Ouais, non, Tu le vis. Et... quand je prends de la distance et que je vois ce que j'ai fait, je suis super fière de moi et c'est incroyable, vraiment incroyable. Et je pense que tant que tu l'as pas vécu, tu sais, des fois, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais quand on me demande comment s'est passé ton voyage au Népal, j'ai envie de raconter aux gens, mais je sais que ils comprendront pas ou ils verront pas à quel point c'est intense comme expérience. Et du coup, j'abrège assez vite, mais en mode, ça a changé ma vie. Puis ils sont là, en quoi ça a changé ta vie? Quand on en a discuté ensemble, Sarah, on pouvait en discuter pendant des heures parce qu'on se comprend tellement là-dessus que c'est trop magique. Mais c'est vrai que pour revenir, quand Sarah elle est revenue au travail, et puis je lui ai demandé comment ça s'est passé, elle me l'a résumé en 2 phrases. J'étais mais vraiment en 2 phrases, et j'étais là, on fera un podcast un jour. Et mais c'est vrai que il lui a fallu du temps pour nous raconter. Puis en fait, c'est par exemple on vit un moment ou quelque chose, et puis tu vas revenir en nous expliquant ce que tu as vécu au Népal. C'est vrai que je pense que ça doit vraiment être difficile de tout expliquer à quelqu'un qui l'a pas vécu. En fait, de redescendre, vraiment. De redescendre de l'ascension, mais de ton petit nuage, et d'expliquer aux gens ce que tu as pu ressentir et vivre, c'est très difficile. Par exemple, moi je suis éducatrice de l'enfance, et quand je racontais aux enfants, j'ai vu des yaks. Puis ils disaient, mais c'est quoi des yaks? Expliquer que tu as vu ça à la montagne, ici et là, et puis que c'est très compliqué de visualiser, même pour les parents, voilà. Mais expliquer ce que tu as vécu, comme ça, c'est dur. Je pense que la seule chose qui marque les gens, c'est quand tu leur dis tu t'es pas douché pendant 15 jours. Ils sont là, je t'ai pas lavé les cheveux. Moi, je me suis douchée. On a eu de la chance. Sans eau chaude, tiède. Mais il y avait plein de challenges durant ce voyage. C'était pas que l'ascension, c'était pas que l'altitude, c'était le fait de pas te doucher, de manger du riz et des nouilles pendant 15 jours. Et le confort, enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais perso... Alors, je suis pas quelqu'un de... très douillette ou quoi. Je peux dormir un peu partout, ça me pose pas de problème, tu vois, mais là quand même, en fait quand t'as froid du matin au matin, que moi je me levais pas pour aller aux toilettes la nuit parce qu'il faisait trop froid, et perso quand le dernier soir j'étais à -20, il faisait -20 dedans aussi, ou peut-être -15, allez, j'exagère, -20, mais il faisait vraiment -15 parce qu'il y avait des trous dans les murs, et quand je sortais la tête du sac de couchage, je saignais du nez. Quand je remettais ma tête dans le sac de couchage, je m'étouffais parce que j'avais pas d'oxygène à 5004. Et du coup, j'étais là, c'est quoi le dilemme? Tu vois, en fait,
c'est violent parce que le matin, tu te lèves pour te changer, t'as pas envie de faire ça. Il fait trop froid et en fait, ça t'épuise, ça prend toute ton énergie, le froid. Et les gens se rendent pas compte, mais pendant 15 jours, tu subis H24. Et tu te douches pas, évidemment. À la lingette, quand même. Mais, Heureusement que les lingettes existent, grave, d'ailleurs, si on peut se faire sponsoriser. Non, mais c'est vrai, heureusement qu'il y a les lingettes. Nous, c'était notre douche, hein, ça nous sauvait. Ouais. On en avait pris, je crois, pour 3 mois, mais on les a toutes utilisées. Mais juste pour revenir au confort, c'est même pas en fait le confort matériel, c'est comme tu l'as dit, en fait c'est la fatigue constante, le fait de tu fais un pas, enfin t'as plus d'oxygène, tu défais la fermeture éclair de ton sac de couchage parce que tu essaies de trouver une position confortable pour dormir, t'arrives plus à respirer, enfin t'as ton cœur qui bat la chamade. En fait c'est constant et c'est en fait ça prend le dessus sur le lit qui est pas très douillet ou les toilettes qui puent. tu te poses plus la question. En fait tu te poses plus la question. Ce qui compte, c'est ta survie, vraiment. Maintenir tes mains au chaud, ton nez au chaud, c'est ça qui compte. Le reste, que ça pue, qu'il y ait de la poussière partout, qu'il n'y ait pas d'oreiller, qu'il y ait des trous dans les fenêtres, en fait, c'est secondaire. Tu vas pas regarder les puces Non. Mais je pense qu'à Il y en a même pas. à l'altitude, il n'y en a pas, ouais. Mais il y en a pas, mais je vous rejoins dans Et puis ça. en fait, même la douche, au final, en fait, t'oublies même la douche parce qu'il fait Mais tellement t'as même pas envie froid. de te doucher. Déjà, l'eau, elle est pas chaude, elle est tiède. C'est ça. Et ça te donne pas envie de te doucher parce que Persuadée tu sais que tu vas froide. sortir, tu vas te les geler. Et puis, à contrario, si vous devrez juste mentionner un moment qui vous a vraiment marqué, est-ce que c'est le cliché ou c'est juste à la fin, quand vous avez gravi la montagne et puis que vous êtes au bout et que vous dites, voilà, là, c'est the moment? Ou est-ce que, bon, je pense qu'il y en a plusieurs, mais s'il y a un moment marquant, s'il y en a un, est-ce que vous voudrez en partager? En fait, juste pour l'Everest Base Camp, quand on arrive au Base Camp, donc de là où partent les expéditions, c'est pas incroyable, sincèrement. C'est même très basique, c'est qu'une pierre. Enfin, vous pouvez voir des photos sur Internet, hein, mais c'est hyper basique. Par contre, c'est tout le avant. Et avec Ellie, je pense que c'est le même moment qui nous a vachement marqué. Enfin, peut-être, hein, mais en tout cas, moi, c'était quand on a passé le col de Cholapas. Donc, c'était une longue journée, franchement hyper longue. On était fatigués, on avait mal à la tête. C'était 10 heures de marche. C'était 10 heures de marche, je crois, au total. Et puis, on devait gravir ce col qui était à 5400 mètres d'altitude, si Il je faut me juste trompe savoir pas. qu'on l'a vu de loin. Et de loin, on était là, oh, mais ça va. Non. Moi, j'étais, mais je vais de jamais y loin. Elle arriver. pleurait, Ouais, ça Aneta, allait. rappelle-toi. Non, alors là, ce jour-là, étonnamment, ça allait bien. Heureusement, ça allait bien. Mais c'était à la verticale. Littéralement, c'était un mur. C'était de l'alpinisme, quoi. Oui. Ah non, moi, je disais, mais avait le des guide, il cordes. fait non, mais ça va. Je disais, mais non, il n'y a pas de chemin, là, il n'y a que des pierres. Et je vous jure, on a vu ce truc, on était là, mais on va jamais y arriver. C'était littéralement ça. Et alors, avec Kelly, je sais pas, on a pris notre courage à deux mains. Et on marche, mais je pense on faisait 5 pas, on s'arrêtait 2 minutes. 5 pas, on s'arrêtait 2 minutes. Je pense on l'a monté pendant 2 heures, ce col, mais c'était tellement raide. Mais par contre, une fois qu'on est arrivé là-haut, mais c'était incroyable. Moi, je pense que c'était Petite danse de la victoire. On a une petite danse de la victoire, mais c'était franchement mais incroyable. Je peux même pas vous expliquer. Enfin, tu vois, on peut même pas expliquer ce qu'on a ressenti. Enfin, je pense qu'on a les deux un peu pleuré, on s'est prises dans les bras. Puis en fait, il y avait le glacier de l'autre côté qu'on allait devoir redescendre. Et puis en fait, il y a les autres gars de l'équipe qui nous attendaient. Puis on s'est tous pris dans les bras. Ah, putain, ouais, on est arrivé. Ça, parce que c'était le truc le plus challenging, hein, le col. C'était juste magique. Et il y avait... Enfin, après, on a fait une vidéo TikTok, on dansait à 5400 mètres d'altitude avec les guides, les Parce porteurs, mais c'était un de incroyable. nos guides était un pro Un gros de TikToker. TikTok, ouais. Ouais, pour moi, franchement, c'était le moment le plus magique parce que c'était tellement dur. Et puis, on était là, puis en fait, tous ces efforts, en fait, ils ont payé. Après, on savait qu'on avait encore 5-6 jours Mais après, Mais en fait, tout était plus simple après marcher aussi sur un glacier, Ouais. c'était assez magique. Donc, on a dû Et mettre nos crampons. On s'y attendait pas. On était en PLS, mais on a quand même fait des petites danses. Et je pense que c'est ce jour-là qu'on a fait le plus de photos. Vraiment, photos, vidéos, tout. Ouais. On se couchait dans la glace. On faisait les princesses. Ouais, C'est c'était vrai incroyable. que je me souviens bien de ce moment. Et il y avait un moment, si je peux juste revenir là-dessus, c'était on était dans une tea house, je sais plus à quelle altitude, et il y avait un Dis-moi, petit je vais enfant, te dire. non le petit enfant, donc chaque soir on jouait au Uno avec les gens de la tea house, et là donc il y a le propriétaire qui nous a rejoints, et en fait il y avait sa famille, il y a sa femme qui est venue, parce qu'elle a marché pour, je sais pas moi, 10 heures pour rejoindre la tea house. C'était Dolé. À Dolé, voilà. Et donc là, on était tous autour du feu, on jouait aux cartes, on rigolait. Puis en fait, ce mec, le propriétaire, il avait fait l'ascension de l'Everest plusieurs fois. Il a fait l'Annapurna, genre vraiment la montagne de l'Annapurna, etc. Et on avait ce petit garçon qui jouait partout. Enfin, il courait, il venait... Sonam, je crois que ça Sonam, ouais, il venait sur nos genoux. Enfin, trop chou, quoi.
Sonum. Et sonum, ça veut dire un truc en sanskrit, il faut que je retrouve. On regardera. Ouais, voilà. Pour moi, une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que on allait faire un sommet. Ça s'appelle Kalapatar. C'est à 5700 mètres. Et moi, je devais y renoncer parce que j'étais malade. Et du coup, ça allait être trop pour moi. Mais il s'avère que le matin, quand je me suis levée, je me suis sentie vraiment bien et on a commencé à marcher. Et j'ai été voir le guide et je lui ai dit, en fait, j'ai changé d'avis, j'aimerais bien faire le sommet parce que je me sens vraiment mieux. Et il m'a dit, vas-y, fonce. Du coup, je suis allée avec un des porteurs, on a rattrapé les garçons qui étaient un peu plus devant. Et du coup, j'ai pu faire ce sommet-là et pour moi, c'était vraiment fort parce que je pensais pas pouvoir le faire. Et la vue était... Mais j'ai pas les mots, vraiment, j'ai pas les mots. Et là, j'ai pu voir l'Everest très très bien. Et je pense que je l'ai contemplé pendant des minutes et des minutes et j'ai encore les images en tête. Et ça, c'était le moment le plus marquant pour moi. Et franchement, bravo. Hein. T'es vraiment la queen que tu pensais être. Parce que quand t'es malade, non, mais franchement, on l'a pas toutes vécu. Je crois qu'Etty, t'as jamais été trop mal. Moi, oui, quand on est arrivé seulement, j'ai dû prendre le Diamox, mais c'était à l'arrivée à 4000 mètres. Ouais. À savoir que le Diamox, c'est le médicament contre le mal des montagnes. Mm-hmm. Mais sinon, j'ai rien eu, rien de particulier. Mais quand t'es dans le mal comme ça, c'est là où tu vois que c'est vraiment le mental qui prend le dessus. Et... Le mental, il faut savoir écouter son corps. Donc Kelly a fait cette montagne, mais moi je ne l'ai pas faite parce que ce jour-là, moi j'étais par contre dans le mal. J'avais un gros mal de tête et je me suis dit, ah, non, si je fais ça, demain matin, moi je ne vais pas pouvoir aller au base camp. Donc ouais, elle l'a fait son souci. Hein. Puis en plus, il y avait du vent. Et il y avait énormément de vent et j'étais là. En fait, à la fin, on devait grimper pour arriver au sommet parce que il y avait que des pierres. Et on est arrivé en haut et ça soufflait beaucoup. On a essayé de se prendre en photo. C'était à mourir de rire parce qu'on n'arrivait pas. Et après, ils sont partis, les mecs. Et j'étais là, mais venez me chercher, en fait. Je vais m'envoler, moi, toute seule. Moi, c'est pareil que les filles. Enfin, le moment, le clé du trek, c'était vraiment quand tu arrivais là-haut, devant un caillou, au final, parce que c'est pareil, hein. Mais quand tu vois, quand tu sais que tu as dû marcher, tot heure pour arriver là, et puis le jour même où tu démarres ton dernier jour d'ascension, et puis tu es tellement fière. Enfin, moi, les 2 premières heures, je marchais un peu, machin, puis il me dit, bon, on fait une pause, mon guide fait la pause, on boit, machin. Puis il fait, bon, il nous reste encore 2 heures. J'ai regardé, je fais... Oh. J'étais un peu dépitée, puis je me suis dit, bon, c'est bon, t'as déjà marché 2 heures, tu vas les refaire tes 2 heures, c'est bon. En fait, on a fait moins de 2 heures, enfin, sans pression ou quoi. Mais quand je suis arrivée en haut, j'ai aussi dû grimper. Tu te dis, purée, dans quoi je me suis lancée? Et quand tu arrives en haut, je suis arrivée la première de toutes les personnes qui étaient. Enfin, il n'y avait personne, du coup, t'es tout heureux. Moi, j'ai sauté, j'ai crié, j'étais trop heureuse, puis ça a résonné et c'était trop beau, quoi. C'était vraiment un moment de toi à toi. Et face à l'Himalaya, la chaîne de montagne qui est... Enfin, les pics, les sommets, c'était vraiment très beau. Moi, je me rappelle que je suis restée plantée à regarder les montagnes avec la neige. Alors qu'on en a ici, hein. Mais là, c'est proportionnellement... c'est différent, c'est démesuré. Il n'y a pas les mots pour exprimer ce que tu ressens parce que tu y as mis du tien, mais là, du tien vraiment plus. C'est pas un... Il va me faire pleurer les filles. C'est pas un truc tac, tu cliques des... claques des... Ouais, bref, claque des mains et tu parviens. Donc, ouais, c'était vraiment le jour où je suis arrivée là-haut, je me suis dit, putain, tu l'as fait, meuf. Et bim, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Après, j'enchaîne avec l'Aerox, mais on s'en fout. Mais je rebondis sur le fait que tout soit démesuré. Vous savez, quand je suis rentrée du Népal et que je rentrais de l'aéroport et que je passe là sur l'autoroute et que je vois la montagne, je me dis, je l'ai gravie 2 fois celle-ci là. Là, cette petite montagne-là. Alors qu'elle te paraît énorme, tu vois. Et tu te dis, mais moi là, j'ai fait ça fois 2. Et je me dis, mais dingo la fille. Et là, je me suis dit, je suis complètement ravagée. Mais c'est fou. En fait, tant que t'es pas allé, tu peux pas te rendre compte. C'est tellement... Tout est grand, tout est immense. Mais moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, il y en a trop. Il y a trop de moments, mais...
Je pense, après ça va de par mon histoire, mais il y en a beaucoup. Mais ce fameux jour où j'avais raconté dans un autre podcast sur la synchronicité, donc je vais pas le répéter. Il faut aller écouter les autres podcasts du coup. Mais ce moment-là où en fait, juste, je vous le dis en 1 minute, où en fait, je me suis retrouvée le dernier jour à faire le dernier col et j'étais vraiment littéralement toute seule parce qu'ils avaient tous fait des syncopes, les pauvres. Peut-être ça va avec l'âge. Non, je déconne. Et du coup, là, je me suis retrouvée littéralement toute seule alors que d'habitude, j'étais toujours avec un guide, sachant que j'étais nulle. Voilà. Et du coup, là, ce qui était fou, c'est que j'attendais les gens. Et du coup, je me retrouve toute seule. Et là, en fait, il faisait -20, donc je pouvais pas rester trop longtemps sur place. Et je voulais trop les attendre parce que tout le trek, ils m'ont attendu. Donc je me suis dit, salaud, quoi. Et là, en fait, je me rends compte qu'ils arrivent jamais. Et donc, je commence à marcher. Et en fait, là, je croise des porteurs qui descendent du sommet en courant, sans les sacs. Et je dis, mais il se passe quoi? Pourquoi vous courez? Il a dit... Puis ils me disent, justement, ils ont fait des syncopes, il faut qu'on les porte physiquement, ces gens. Mais continue, le sommet, il est bientôt là. Et déjà, je fais, waouh, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je comprends que je vais finir mon trek toute seule. Et ce qui était fou, c'est que j'étais partie 3 mois initialement en voyage. Puis là, c'était la fin de mes 3 mois. Et ce sommet, c'était la fin de mon épopée, quoi. Donc, je me dis que je le finis seule, c'est incroyable. Et du coup, je mets mes écouteurs, parce que là, je comprends que je vais finir seule. Donc, je mets ma petite musique et tout. Et c'était au lever du soleil. Et jusque-là, j'avais rien ressenti par rapport à ma mère. Et j'avais rencontré des gens dans mon voyage, peut-être qu'on en parlera une autre fois dans un autre podcast, qui me disaient, tu vas vivre un truc de fou par rapport à ta mère au Népal. Et jusque-là, rien de particulier, quoi. Et là, tu sais, 5000 mètres, tu délires un peu. Et puis au-delà de ça, tu te parles à toi-même, c'était seule. Et voilà. Puis du coup, je marche et tout. Et là, je commence à parler à ma mère et je lui dis, maman, c'est bon, ça y est, ça fait 17 jours qu'on marche. On peut être fiers de nous. Enfin, on y est presque, quoi. C'est beau. Et je lui dis, on n'a rien lâché, tout ça. Et là, je pense qu'il est temps de rejoindre la lumière. Et là, littéralement, je finis le mot lumière et tout s'illumine devant moi, véridiquement. J'étais pas bourrée cette fois, je vous assure. J'ai pas le droit de boire pendant 2 semaines, d'ailleurs. Et là, je me dis, waouh. Et je m'arrête net et j'ai eu un sentiment, je peux pas vous l'expliquer. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais juste, j'ai senti une légèreté. J'ai pleuré, mais de joie pour une fois. pas d'effort physique. Et cette larme, j'ai compris que c'était la larme finale, quoi. Et c'était si beau et que vraiment, l'univers me lance ce message en mode, ta mère, elle a vraiment rejoint la lumière. Ça, c'était vraiment trop fort. Et la preuve, droit derrière, du coup, à 5400 mètres, je commence à courir, quoi. Chose que jamais tu ferais. Enfin, c'est pas possible. T'arrives même pas à marcher vite. Et c'est là où ça m'a marqué. Je me suis dit, c'était une expérience spirituelle très forte, quoi. Je peux juste rebondir sur ce que tu as dit. On en parlait avec Kelly tout à l'heure. Donc, pour moi, tout le voyage était très compliqué, etc. Mais en fait, quand on marchait, je l'avais noté dans mon journal et j'avais oublié ça. Puis en fait, quand je suis rentrée chez moi, quand mes amis me demandaient comment ça s'est passé, je savais, franchement, c'était méga compliqué et tout. Et je leur ai dit, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi, qu'il y avait toujours quelqu'un qui me poussait, tu vois. Enfin, que j'étais accompagnée. Enfin, bon, il y avait Kelly, mais je veux dire, tu vois, quelqu'un qui est là, quoi. Quelqu'un de proche, vraiment très proche. Et quelques semaines plus tard, je suis allée comme ça par hasard voir un médium, pour ceux qui y croient. Et la première chose que le mec me dit, il fait « Ah, il y a toujours quelqu'un avec toi ?» Je dis « Mais putain, mais attends. » Et attends, puis je fais « Mais qui ?» Et moi, j'avais un peu une idée, tu vois, dans la tête. Il fait « Ton grand-père. » Je suis sûre que putain. Et genre, je fends l'âme, tu vois. Et sincèrement, quand tu dis que ta mère était là avec toi, enfin, moi, j'y crois tellement. Parce que moi, je pense que tu l'as senti. Moi, je mets tellement. Et encore maintenant, tu vois. C'est trop magique. En plus, si le soleil sort de la montagne au moment où tu parles à ta mère. Vraiment, je dis, il est temps que tu rejoignes la lumière. Et la lumière, tac. Ouais. Incroyable. Ok, un truc, hein. Je suis... Ah, mais ça, mais peut-être je suis convaincue. Non. Mais du coup, c'est hyper beau, vos histoires. Et puis, vous me donnez presque envie de le faire. Ah, je vous avais dit il y a 1 heure. On te prête le matos, ma chère. Je suis pas encore prête. Mais en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Enfin, même si je pense que t'es jamais prête. T'es jamais prête. Ouais. Non. Mais je pense que je le referai pas.
Ah, L'Everest, le Ok. camp de base de non, l'Everest. mais refais pas. Non, parce que tu l'as vécu une fois et Bah là, oui, du coup, tu auras faut faire, des attentes. Et ouais, il faut pas. C'est le genre de choses que tu fais une fois, pas deux. Mais refaire enfin, Un revivre trek, cette... oui, bien voilà, sûr, cette expérience. Ok, à ouais. 1000%. Mais du coup, il y a vraiment un avant et un après. Tu sors pas indemne d'une expérience comme ça. Non. Non. Puis justement, Effectivement. ce après, c'est quoi enfin, si vous deviez, je sais pas, résumer un peu cet après, puis me dire, ou si vous arrivez à expliquer qu'est-ce qui a changé au final quand vous êtes revenu, si quelque chose a changé, ou c'est juste en mode, on revient un peu différente pendant 2 mois, et puis après on reprend juste le cours de notre vie, et puis... Je pense que c'est inévitable. Au bout d'un moment, oui, bien sûr, la Ouais. vie reprend son cours, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une transformation interne, en fait, où tu te dis, mais je suis tellement capable de faire plus que ce que je pensais. Je pense En que tu fait, prends t'es tellement confiance. forte. Moi, je suis forte physiquement. Si tu vois, on n'est pas forcément des grandes sportives ou quoi que ce soit. Mais je sais que si je me fixe un objectif, je vais y arriver, même si je vais en chier, tu vois. Mais tu sais que tu vas y arriver. Et ça, je pense que c'est hyper important, en fait, de le comprendre. Parce qu'il y a tellement de gens, tu vois, autour de nous qui vont abandonner au premier challenge, que ce soit relation personnelle, que ce soit dans le travail, etc. Et nous, tout ici, je pense que maintenant, on a la conviction que, en fait, peu importe quel challenge va se présenter à nous, on va le surpasser. Mais peu importe, hein, que ce soit un décès au sein d'une famille, tu vois ce que je veux dire, toi tu l'as vécu, une rupture, une rupture d'amitié, enfin tout et n'importe quoi, en fait on peut le surpasser, que ce soit physique ou mental. En fait se rappeler, attends, t'as fait ça, tu peux y arriver. Capable. Et encore une fois, qu'en fait tout réside en nous-mêmes et c'est pas... tu vois, t'as pas besoin de faire 40 000 heures de thérapie pour comprendre ça non plus. En fait, que toute la force, elle vient de toi. Et qu'en Bah, fait, on si n'est pas tu c'est prends- moins cher. Tu vois, mais ça, franchement, si on prend le temps de s'écouter aussi, et désolé pour ceux qui sont pas d'accord avec ça, mais si on prend vraiment le temps de s'écouter, d'apprendre à se connaître, en fait, toutes les réponses à nos questions, elles résident en nous. Enfin, on peut aller voir tous les médiums au monde. En fait, tout est à l'intérieur de nous. Hein. Et parfois, on n'a pas envie de voir la vérité en face, mais tu vois. Alors, pour moi, le après Népal, j'ai été très reconnaissante d'avoir vécu cette expérience parce que pas tout le monde peut le faire. Donc, ça, c'est un point. Et moi, oui, ça m'a beaucoup changé. J'ai réussi à prendre de la distance avec certaines situations dans ma vie et réussir en fait à prendre tes propres décisions et avoir plus confiance en toi et à plus s'écouter. Et vraiment, c'est quelque chose de très important parce que on pense qu'on s'écoute, on pense qu'on a confiance en soi, mais c'est pas vraiment vrai. Et de vivre des expériences aussi dures que belles te rappelle certaines choses et te reconnecte à toi-même. Et moi, ça a été le cas. Et repousser mes limites, surtout mentales, ça a été un gros plus. Je pense que c'est ça qui a été le après Népal. C'est beau, je failli pleurer. Moi, l'après, bon, j'ai tout de suite recommencé à travailler, donc j'ai atterri littéralement, tac. Mais ce que je trouvais pas le plus difficile, mais quand même de reprendre le cours de ta vie, sachant que on est des privilégiés, on est dans un monde où on peut tout avoir assez rapidement, et eux, ils sont dans un autre monde, même si on est sur la même planète. Je trouve que ça, c'était quelque chose qui, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore aujourd'hui. Mais je dirais l'équilibre, en fait, entre ce que j'ai vécu là-bas et le retour à ma vie quotidienne, trouver l'équilibre. Alors, il y a des choses que j'ai réussi à dépasser et à aller de l'avant et me faire plus confiance. Mais par contre, j'ai toujours quelque chose, un objectif qui doit m'alimenter. Et ça, je m'en suis aperçue parce que, au retour du Népal, j'ai enchaîné avec des entraînements très sportifs à haute intensité pour préparer une compétition. Ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres, les 10 kills de Lausanne. Et là, j'enchaîne avec une autre Aerox. Enfin, c'est comme si j'avais peur de m'ennuyer en me donnant des objectifs à atteindre. Et je leur disais avant dans la voiture, en venant, je fais, mais moi, je repars. Le 1er novembre 2025, je repars. Chose que... On va faire une expédition ensemble, ma sœur. Elle veut être sponsorisée, donc n'hésitez pas. Je vous donne mon IBAN. Non, Twint. Mais voilà, je pense que de retrouver l'équilibre dans ta vie quotidienne et surtout de reprendre ce que tu as vécu
pendant ton voyage et l'appliquer dans ta vie de tous les jours, c'est dur, mais voilà. Je pense, c'est fou parce que mes copines, elles me disent toujours, big up à mes copines d'ailleurs, il y a la Sarah d'avant et d'après. Elles me disent, c'est fou le changement. Déjà que j'avais fait un énorme travail sur moi avant ça, mais l'après le Népal, c'est merveilleux, franchement, incroyable. Comme disait Anita, pas besoin de thérapeute quand tu vas au Népal. Et, mais je rejoins tout ce qu'elles disent, les filles. Mais je pense que aujourd'hui, et je dis à tout le monde que tout le monde est capable de tout. Alors, j'étais déjà convaincue avant, parce que j'avais ce mental-là, mais là encore plus, parce que quand tu crois que tu vas pas y arriver, et ben en fait, il suffit que tu fasses un pas après l'autre et tu y arrives. Et en fait, c'est une leçon de vie que j'ai appris, que des fois, je vous raconterai peut-être après dans les anecdotes, mais il faut juste prendre le temps, s'écouter, arrêter de vouloir prendre des raccourcis, y compris dans la vie de tous les jours, et juste se faire confiance. Et moi, je me faisais vraiment pas du tout confiance qu'on se dise les choses. Et pareil, mon mental est un peu bancal. J'ai vécu plein de trucs durs dans la vie, mais en vrai, tu te cherches, tu vois. Donc en fait, le Népal, ça m'a juste réaligné sur le bon chemin. Ça m'a appris à me faire confiance au quotidien, à écouter mon intuition et à gravir toutes les montagnes, quoi. Demain, j'en gravis 10 000 autres et je sais que ce sera dur, mais je sais qu'on peut y arriver. Donc je pense que c'est surtout ça le message. Et ça m'a ressorti pleine d'amour. J'étais déjà remplie d'amour, mais après ce Népal, ça m'a... Je pense que j'ai pas une once de haine au fond de mon cœur. Et ça, je pense que c'est aussi grâce au Népal et les gens qu'on rencontre là-bas, quoi. Donc voilà. Ok, hyper intéressant vos retours. Et puis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet maintenant. C'est vrai que je pense qu'on fait jamais suffisamment le tour en vrai, mais parce que vous devez avoir tellement d'anecdotes et de choses à raconter. Mais voilà, on doit quand même finaliser au bout d'un moment le sujet. Mais par contre, on ouvre volontiers une sorte de parenthèse sur, je sais pas si vous avez encore quelque chose à raconter, une anecdote ou ce que vous avez vécu. Enfin, c'est vraiment là, ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est comme vous le souhaitez. On prend une dizaine de minutes et puis, donc je sais pas si ça vous dit ou pas. Et puis si vous avez des choses Oui, bien sûr, on en a plein. La parole est à vous, les filles. Du coup, si je me lance... Il y a un truc qui m'a marqué dans les anecdotes que j'ai. J'étais à 4000 mètres d'altitude. Je me rappelle ce jour, j'ai subi fort. Pareil, il y avait une montée comme ça. Et moi, j'étais là genre, j'ai envie de mourir. Putain, c'est quand qu'on arrive. Et vous savez, les filles, quand tu vois un sommet mais que c'est pas là à la fin. Que tu y arrives et t'es là, yes. Et là, tu vois qu'en fait, il y a une énorme descente et une énorme remontée. Et tu te dis, c'est ce que j'ai vécu. C'est horrible, ça. Donc, j'arrive au village après 10 heures de marche. J'en pouvais plus. Un village trop beau, mais magnifique. Et en fait, là, mon guide, il adorerait nous faire grimper encore 100 mètres une fois qu'on arrivait à destination pour s'acclimater. De l'acclimatation, quoi. Et chaque fois, je l'insultais, avec toute bienveillance. Et là, il me dit, allez, on va se promener dans le village. Mais le village était pentu vraiment comme jamais. J'étais là, flemme. Mais du coup, je suis quand même allée. J'étais à deux doigts de pas y aller. Je suis quand même allée. Je regretterai jamais parce que ça m'a marqué fortement. Parce qu'en fait, on se baladait dans le village. Et en fait, c'est des villageois qui s'autosuffisaient. Comme beaucoup au Népal. Et ils nous racontaient, on voyait les maisons et tout. Tu voyais les petites chèvres, les vaches et compagnie. C'était vraiment comme au Moyen-Âge, un truc de fou. Et là, on voit personne dans le village, sauf que au loin, on voit tout un rassemblement de personnes. Et on se dit, on va aller les voir. Et donc, on va les voir. Ils étaient, je sais pas, une quinzaine, posés au coucher du soleil, à juste papoter. Et ils nous ont vus déjà, ils étaient trop contents de voir des gens d'ailleurs. Et en fait, notre guide, il nous traduisait ce qu'ils disaient les gens. Et en fait, tous les matins, il y en a un qui criait dans le village pour dire, pas à telle heure, mais au coucher du soleil, on se rejoint à tel endroit, juste pour échanger, tu vois, un petit moment communautaire, disons. Parce qu'ils n'ont pas l'heure, ils n'ont rien. Puis en fait, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils se lavaient une fois par mois au lavabo du village, qui est gelé. Et donc à 4000 mètres, je ne vous explique pas. Que sinon, ils se douchaient pas. Que, ils créaient leurs propres habits. Enfin bref, vraiment, ils s'autosuffisaient sur tout. Et là, il y a un homme d'une trentaine d'années qui nous raconte qu'en fait, il était allé à Katmandou, la capitale, pour travailler. Et qu'il a détesté parce qu'il disait, ça va trop vite, c'est trop technologique, il y a besoin d'argent, alors que où je vis, j'ai pas besoin d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte, il disait que
ben, quand tu as quelque chose, tu veux toujours plus. Et ça, ce cercle où plus tu as, plus tu veux. Et il me disait, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, il réside pas dans ce genre de choses. On croit que parce qu'on a de l'argent et parce qu'on a ces opportunités, mais pas du tout. Et il a dit, donc je suis revenue dans mon village, à pied évidemment. Et là, j'ai jamais été autant heureux de ma vie. Et je vous jure, ça m'a marqué parce qu'ils avaient tous un sourire, ils étaient tous rayonnants, mais plein d'amour. Et je me suis dit, mais putain, nous on se plaint au quotidien pour des conneries. Et eux, ils s'autosuffisent et ils se contentent de rien. Et du coup, je me suis dit, mais stop de toujours se prendre la tête pour tout. Et puis de vivre comme on vit. Et je me rappelle quand j'étais rentrée en Suisse, j'étais allée au supermarché, là, à la Migros. Et je vois une petite dame de 80 ans qui se plaignait. Je vous jure, je me suis arrêtée dans la Migros, je l'ai regardée. Et j'ai dit, vraiment ? Et elle me regarde, genre, qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais là, je suis dépassée, vraiment. Et en fait, ça te change vraiment ta façon de voir la vie, quoi, quand tu vis ce genre de choses. Ça, c'est une des anecdotes qui m'a marquée, en tout cas. Je sais pas, vous, ce qui vous a marqué en y étant. Il y en a eu plusieurs, mais quand en fait, le jour où on marchait pour aller à l'endroit juste avant le base camp, en fait, on voyait les gens qui portaient, enfin les Sherpas qui portaient des congélateurs, des lits, des matelas sur leur dos. Enfin, moi, je suis petite, mais il faut imaginer que le mec qui portait le matelas, le frigo, etc., il est aussi petit que moi. Enfin, je pense qu'il faisait pas plus de 50 kilos. Et en fait, il porte ça. Moi, j'étais en train de mourir ma race, là. J'avais même pas porté mes 3 kilos d'eau dans mon sac. C'est mon guide qui devait porter. Et franchement, là, tu prends une sacrée... franchement, c'est une sacrée leçon, quoi. Et comme tu dis, nous, en fait, on a tout le confort, on se plaint de tout. Puis ils sont en train de monter à 6000 mètres d'altitude, amener des trucs pour des gens qui ont payé des milliers et des milliers de francs pour pouvoir faire l'ascension de l'Everest. Et je sais pas où je veux en venir, donc on peut ils ont le sourire. Ouais. Et ils ont le sourire. Non, mais c'est vrai, c'est dingue, quoi. Mais autrement, qu'est-ce qui nous a marqué ? Ah oui. En fait, Kelly, quand elle est partie au Népal, elle avait pris du fromage avec elle, du gruyère et comme du une bonne saucisson. Suisse. Alors, c'est peut-être Tout le monde drôle. était là. Voilà, mais faut pas oublier que Prenez des snacks. on n'a pas mangé de viande pendant presque 14 jours. Et donc, elle a porté son fromage tout le long. Et en fait, quand on est arrivé, c'était, je crois, 2 jours avant de redescendre à Lukla, on s'est fait un petit apéro avec le petit fromage, le gruyère et le saucisson. Et franchement, incroyable. J'adore. C'était incroyable. De base, c'est bon, mais là, c'était quadruplé, quoi. Wow. C'était le petit plaisir. Ouais, ça, c'était un moment assez incroyable. Je dirais, on a même immortalisé le moment avec une photo. Et on n'avait même pas partagé. Hein. Non, mais on était là, non. Bah, ça, c'est quoi les valeurs que vous avez j'en avais 2-3. Et un soir, quand on mangeait, je crois que c'était un des soirs où ils avaient des pâtes. On avait pris des pâtes et j'étais là, oh purée, j'ai mon gruyère. Je suis allée le chercher. Et là, j'ai vu tout le monde, comment ils me regardaient avec leurs yeux. J'étais là, bon, c'est bon, allez, je vais partager. Petit cœur dans les yeux. Et j'ai partagé. Les Italiens en sueur, là. Mais pas le saucisson. Ça, c'était une anecdote. Il y avait quoi d'autre, Kelly? Toi, t'en as pas mal. Alors... Elle a sorti sa liste. C'est reparti. Déjà, pour commencer, moi, ça a commencé dans l'avion pour le Népal. J'ai rencontré un alpiniste qui est très connu au Kirghizistan et qui a fait pas mal de sommets au Népal. Et j'ai beaucoup échangé avec lui et c'était très enrichissant. Ensuite, au Népal même, je me suis rendue au Pashupatinath. C'est un endroit où ils font une crémation. Ouais, ils brûlent les corps, quoi. Ouais. Et c'est assez spécial, mais... Moi, j'ai trouvé beau à voir parce que ça fait partie de la culture népalaise et de voir en fait ces familles-là qui brûlent le corps d'un membre de leur famille et qui montrent ça en fait à tout le monde. Et il y a vraiment énormément de monde qui sont là et c'est très spécial, c'est très émotionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé vivre ce moment, même si c'était un peu étrange parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'était quand même très beau. Perso, j'ai détesté. Je savais pas où j'allais. Je vois une fumée au loin. Je me dis, mais il y a le feu ou quoi? Je rigole, mais j'étais pas bien sur le moment même. Et je marche, et le gars il me dit, oui, alors il y a un corps qui est en train de brûler à côté de toi. Je dis, quoi?
Et du coup, moi, je suis trop sensible à ce genre de truc. Et j'étais là, mais j'ai envie de m'immoler par le feu, personnellement aussi, actuellement. Mais j'étais trop pas bien. Et en fait, j'ai trouvé très glauque. Et je suis pas restée longtemps, perso. Enfin, Ouais, pareil. Puis en fait, même. pas eu ta enfin, vibe. je pense qu'il faut aller le voir hein, si on connaît rien à l'hindouisme, etc. Je pense que ça donne un peu un aperçu, mais c'est vrai, c'est hyper glauque. Puis en fait, il y a énormément de monde. Il n'y a pas tout le monde qui fait attention à toi. Du coup, les gens se poussent. Et surtout, il y a les sadhus. Et moi, ils m'ont fait tellement flipper. Ah oui. En fait, il y avait un mec, Faut je ne sais pas si expliquer. c'était un sadhu. Ce que c'est un mais, sadhu. Bah, ils rechercheront. Mais il était avec son... Non, mais ça, il était avec son plumeau, puis il venait, puis etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me bénir, mais en même temps, tu veux de la thune. Enfin, alors que normalement, ils ne sont pas du tout censés demander de la thune. Ils sont là pour vivre avec, par la donation. Mais bref, moi, j'ai trouvé aussi ça assez intense, quoi. C'est une ethnie, il me semble, les sadhus. Enfin, Non, les sadhus, en fait, c'est ceux qui renoncent à tout confort pour se consacrer uniquement à l'hindouisme. Si je me ok. trompe pas, à revérifier, mais il me semble que c'était ça. Vous Il y a irez les voir, sadhus. hein. Ce sera la minute culturelle pour vous. Ouais, voilà. Ils sont assez dénudés, hein. Mais oui, parce que Habillés du coup, en rouge, ils sont... ouais. Tu vois. Comment tu l'as vécu, Katie Pashupatinat, moi j'ai regardé toute la procédure. Enfin, il y a un autre contexte dans lequel voilà, j'ai parlé de la mort à un certain moment, mais pas dans ce podcast ou ailleurs. Mais j'ai trouvé super intéressant quand même, touchant et intéressant parce qu'il nettoie le corps du défunt et il l'orne des Golden... Je sais plus le nom de la fleur, là, les fleurs oranges, c'est très beau, hein, symboliquement, c'est quelque chose qui... Voilà, il le couvre d'un drap, enfin... Moi, j'ai trouvé très intéressant d'observer et de voir. Après, j'avoue que l'odeur reste à désirer. C'est... Mais tu sais, C'est chaud. ce que j'ai Pour le coup. apprécié, grand mot, bah, j'ai appris que c'est le premier fils qui doit brûler le parent. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Du coup, moi, ce qui m'a quand même marqué en positif, entre guillemets, c'est que j'ai trouvé trop touchant qu'ils veuillent mettre en avant les 4 éléments de la terre. Donc, l'eau, parce que les cendres partent dans l'eau. Donc, il y a une rivière juste à côté, d'ailleurs assez sale, du coup, où les gens lavent leur linge, d'ailleurs, là-bas. Normal. Le feu, parce que on utilise le feu pour brûler. L'air, parce que les cendres partent dans l'air. Et puis, la terre, simplement. Et du coup, ça, j'ai trouvé très beau. Mais le reste, j'avoue que c'est très glauque. Là, je viens de faire une petite recherche, hein, c'est pas du ChatGPT, mais ça dit que, juste pour revenir pour que vous ayez l'information, on dit qu'en hindouisme, la crémation est le rite funéraire le plus courant, symbolisant la libération de l'âme du corps et son retour aux 5 éléments qui le composent. Voilà. Il y avait un 5. Et il faut savoir qu'ils le font aussi en haute altitude. Moi, j'avais demandé à mon guide, ouais. Ils le font en haute altitude, puis ils le laissent s'échapper dans la rivière la plus proche. Une autre anecdote, c'est les vols pour Lukla. Nous, on a fait environ 5 heures de route pour arriver jusqu'à l'aéroport sur des routes pas du tout goudronnées. C'était vraiment un parc d'attractions. Et on a attendu, je pense, 6-7 heures avant d'avoir une réponse si on pouvait voler ou pas. Et notre guide partait du principe qu'on ne partirait pas, de son expérience. Et on était vraiment un peu déçus parce que ça voudrait dire qu'on allait faire 24 heures de jeep pour 300 km. Donc, c'est pas la même chose qu'en Suisse, là-bas. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment sûre qu'on allait prendre l'avion, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui travaillait à l'aéroport, si on peut appeler ça un aéroport, qui est venu vers nous pour nous dire « C'est bon, votre vol, il arrive, préparez-vous ». Et là, on était tellement contents, ça faisait 6-7 heures, je pense qu'on attendait une réponse, quoi. Et du coup, on a pu voler et, comme on l'a dit avant, c'était les 18 minutes les plus longues de notre vie, où on a l'impression qu'on allait se crasher à chaque instant. Et en fait, donc il n'y a pas de vol souvent de Katmandou à Lukla ou de l'autre aéroport, je ne sais plus le nom, voilà, jusqu'à Lukla, à cause de la météo qui change énormément et très rapidement. Et en fait, au retour, on a eu le même scénario où cette fois-ci, vraiment, il faisait super gris, il y avait du vent, etc. Donc, en fait, il n'y a aucune chance que vous puissiez prendre l'avion. Il va falloir payer l'hélicoptère qui coûte 500 € par personne. Donc, avec Ellie, on était là, ouais, non, on prend l'hélico, on ne va pas se taper 24 heures de jeep, etc. Et les mecs qui étaient avec nous, eux, par contre, l'ont fait. Donc, on se prépare, on va pour attendre l'hélicoptère. Et franchement, je ne sais pas par quel miracle, je sais pas, on a pris, j'en sais rien, on a manifesté le truc. Et tout à coup, on entend dire, il y a un avion qui va partir dans 10 minutes.
Et là, on s'est mis à courir avec Il y nos avait gros 10 minutes, sacs. ouais, on avait les sacs de 10 kilos sur nous, quoi. Ouais, donc là, on a dû les porter et franchement, on a réussi à avoir notre vol. Mais de nouveau, c'était les 15 minutes les plus longues de notre vie, quoi. Mais c'était incroyable. Et franchement, jusque tout a hyper bien fonctionné. En fait, tout s'est enchaîné parfaitement. Donc nous, on est arrivés très rapidement à Katmandou, alors que nos potes, 24 heures plus tard, ils étaient toujours pas là, Ils quoi. avaient le seum, hein. Ils étaient secoués de tous On les n'a pas côtés. osé leur envoyer une photo, Non. quoi. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Juste pour aller et revenir. Et puis, quand j'ai fait Bon, le plus long voyage que j'ai fait, c'était à Pokhara, Katmandou. J'ai fait 12 heures de bus. Aujourd'hui, je me plains plus de la voiture. Hein. C'est sûr. J'ai tellement mal vécu. Moi aussi, c'était l'enfer. Je crois que j'aurais pu avoir la nausée tout le long, quoi. Et Katmandou Pokhara, c'est 200 km, by the way. Oui, Ouais. exactement. 200 km sur des routes non goudronnées où les bus dépassent des scouts, des voitures, d'autres bus. Il y a des ravins. Il y a des c'est- ravins. Non, mais c'est juste... C'est des malades. Non, mais je ne me plains plus en voiture. À Pokhara, notre guide attendait son avion. L'avion arrivait. En fait, heureusement qu'il nous a raconté ça à la fin. Mais l'avion arrivait et puis il a vu l'avion s'écraser devant lui avec plein de Les gens passagers, dedans quoi. et c'était fini, quoi. Ah ouais, purée, un truc trop drôle. Donc l'avion, il est minuscule. Hein, Ils sont morts. Ouais, pardon, mais ça, c'est pas drôle. Mais il y a un autre truc qui est drôle. C'est Qui que, repose en paix. c'est que l'avion donc de Katmandou à Lukla, il y a combien de passagers? Franchement, je pense qu'on est 10 à tout péter. Vraiment, on est très peu, mais il y a quand même une hôtesse de l'air. Oui. On lui a même demandé, mais qu'est-ce que t'es tu là fais là? T'as pas peur? Ouais, voilà, mais risque ça, sa elle sert à vie. rien. Elle est bien payée, peut-être. Hein. Je sais pas, mais franchement, Ouais, mais elle ça sert à rien. À part pour m'expliquer quand j'ai eu la bonne idée de m'asseoir à côté de sortie d'urgence. Ce qu'il fallait Elle faire. m'expliquait qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'urgence et j'étais là, mais attends, On va pas survivre. Enfin, si ouais. on s'écrase, on va pas survivre. Hein. Mais c'est fou, à part ça, quand j'ai pris un avion, mais pas à Lukla du coup, j'ai jamais vu une hôtesse aussi investie que dans Air Yeti. Ah ouais. C'était un truc de fou et j'étais là, mais ma belle, il y a que 10 places dans l'avion, tranquille. Je pense qu'il faut... ouais. Si Emirates nous écoute, engagez-la parce que c'était un truc de fou. Une autre anecdote où on a failli perdre la vie. On Ouais, est arrivé plusieurs. à Namche. Et Namche Bazar, ça s'appelle, qui est à 3500 mètres d'altitude. On a fait 2 nuits là-bas pour s'acclimater. Et du coup, le lendemain, on se réveille, on part pour faire une marche environ de 4 heures. Et les 10 premières minutes, on a notre guide qui hurle d'un coup. Et là, on lève la tête. Et en dessus de nous, il y a un gros tonneau de gaz qui tombe de la montagne, en fait. Je sais pas si c'est tombé d'un yak ou d'un âne. Mais ça a failli nous toucher en 2 secondes. Tout le monde s'est Ouais. écarté. Et le truc s'est écrasé au milieu de nous. Et là, on a pris 2 minutes à revenir à nous et à se dire purée, qu'est-ce qui vient de se passer? On aurait pu littéralement y passer. Hein. Ouais, vraiment. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est... Donc, en fait, dans l'Himalaya... Non, mais dans l'Himalaya, c'est plutôt, en fait, des Tibétains qui habitent. Donc, les gens qui maintiennent les tea houses, etc., ce sont des Tibétains. Et donc, forcément, c'est des bouddhistes aussi. Et en fait, dans chaque tea house qu'on allait, il y avait toujours le même mantra. Puis, en fait, on l'entendait aussi à Namche quand on se promenait, etc. Et donc, le mantra, je vous le dis, hein, c'est... Om Mani Padme Hum. Et donc en fait c'est un mantra qu'ils mettent le matin quand on se réveille et quand on va donc manger, enfin boire notre petit thé au gingembre, etc. Qui est constamment en train d'être récité à la radio. Et c'est pour, je lis là ce que j'ai devant moi, hein, mais c'est pour cultiver la paix intérieure, la sagesse et la compassion. Et je trouvais que c'est vraiment quelque chose qui ressortait chez les Tibétains dans l'Himalaya. En fait ils sont tellement remplis. Enfin, en fait quand on discute avec eux, il y a réellement une paix intérieure, il y a une sagesse. Et ils ont tellement de compassion pour tout ce qui les entoure, que ce soit nous, que ce soit les animaux, que ce soit l'univers. Enfin, ouais, ça c'est un truc qui m'a marqué. Et juste, moi j'adore tout ce qui est montré, etc. Et donc je suis prof et en fait je l'ai fait écouter à mes élèves. Quand je suis rentrée, je disais, ah bon, les gars, pendant qu'on travaille, il y aura toujours le montré qui va passer. Et au début, mes élèves disaient, ah c'est trop nul, qu'est-ce qu'elle nous fait écouter la prof et tout. Et franchement, après 1 semaine, j'avais arrêté de le mettre. Puis ça, non, mais Saneta, est-ce que tu peux remettre le Om Mani Padme Hum parce que c'est trop bien. Et franchement, je n'ai jamais eu des élèves qui travaillent aussi bien. Donc je j'y continue crois. pour cette année, sincèrement. Et même dans ma voiture, tu sais, quand je suis stressée, je mets mon petit truc là, Om Mani Et tu sais Padme Hum. que j'ai le mantra dans ma chambre et Ouais, pareil, c'est je ça, me hein. dis, c'est vraiment genre
ton guide. Ouais. Moi, j'ai les drapeaux de prière, je les avais sur mon sac à dos tout le long. Puis là, je les ai mis dans la cuisine, je les vois tous les jours. Mais C'est un le truc que tu te mantra, souviens. c'est culturel ou c'est lié à une religion? Il y en a dans l'hindouisme, il y en a dans le bouddhisme. Du coup, c'est lié à la, En fait, à la c'est religion. des prières, si tu veux, Ouais, des c'est prières des qui sont prières, récitées, qui ouais. sont chantées. En Ok. fait, on a aussi dans l'islam, c'est juste Oui, qu'ils oui, s'appellent pas ça ouais. des mantras, etc. Mais, Et à savoir, les drapeaux népalais, du coup, la signification des couleurs. Le bleu, ça représente le ciel, la sagesse, la sérénité. Le blanc, ça représente l'air, la pureté, l'harmonie. Le rouge représente le feu, l'énergie et la passion. Le vert représente l'eau, l'équilibre, la vitalité. Et le jaune, ça représente la terre, la stabilité et l'ancrage. Et en fait, ces drapeaux, on les voit partout, Tu les vois partout, au ouais. Népal. En fait, du moment que tu atterris à l'aéroport à Katmandou, ils y sont partout. Tu vas à la Stupa, ils y sont partout. Puis à ouais. chaque fois que tu vas en altitude, Tu peux en le fait, poser ils sont de là, partout. partout, Quoi. ouais, Puis ouais. c'est en fait un peu comme une donation qu'on fait Et au surtout, Népal. nous, on a eu la chance, quand on a fait le camp de base de l'Everest, de pouvoir voir le mémorial pour ceux qui ont perdu la vie dans l'Himalaya. Et là, il y avait énormément de drapeaux. Et j'étais super contente de pouvoir attacher mes petits drapeaux là-bas. Pour C'était honorer leur pour vie, honorer quoi. ce qu'ils ont fait et que j'admire beaucoup ces gens. Parce Tu que- laisses aussi une marque de toi là-bas. Ouais, D'ailleurs, on dit qu'il c'était faut les mettre vraiment dehors. fort. On dit qu'il faut C'est les mettre vrai. dehors et qu'avec le vent, Le vent, ça ouais, apporte la prospérité chez toi, un truc comme ça. C'est super, super chouette. Ouais. Mais moi, j'ai peur qu'ils s'envolent, alors je les garde chez moi dans ma cuisine. Quelque chose qui m'a marqué aussi par rapport au Népal, c'est que dans le sud du Népal, ils volent les femmes. Alors, on dit que le sud du Népal, c'est plutôt hindouiste et le nord bouddhiste. Mais il y a une partie dans le sud qui est bouddhiste, justement. Et là-bas, ils ont des traditions assez particulières. Et on m'a raconté, j'ai cru qu'on faisait une blague. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible qu'en 2024, on puisse faire ça. Mais qu'en gros, un homme, il va voir une femme dans la rue. Il la trouve plutôt fraîche. Ok. Il se dit, ce sera la mienne, quoi. Et donc, c'est cru, mais c'est comme ça. En gros, il va la voler, donc littéralement, il va la mettre sur son épaule. Je mens pas quand je vous raconte ça. Il la met sur son épaule et il doit courir X centaines de mètres. Et si elle se débat pas, franchement, mon cœur est retourné là. Si elle se débat pas, elle est à lui. Et si elle est mariée? Non, mais il y a pas. Si t'es marié, t'as un. T'as un signe. Je crois que c'est le bindi, non? Ouais, au milieu du Mhm. le troisième œil, quoi. Bah. Donc là, tu vois que on voit qu'elle est mariée, donc on va pas aller vers elle. Mais les célibataires, elles ont pas ce fameux cette encre sur le front. Signe, ouais. Du coup, non, ça m'a traumatisée. Et du coup, j'ai dit à mon porteur, mais t'as volé ta femme, toi? Moi, j'ai remué les... T'as remis le couteau dans la plaie. Et il me dit, non, pas moi. Je dis à d'autres. Mais ok. Et en fait, le traitement de la femme, il est trop paradoxal là-bas parce que, petite parenthèse, mais à la capitale, le moyen de contraception, c'est la vasectomie. Donc, waouh, on est vraiment développé. C'est-à-dire que la femme n'a pas à subir. Par contre, on traite super mal la femme dans le reste du pays. Et l'amour est assez... le concept de l'amour au Népal, il est assez particulier, quoi. Mais ça, c'est un truc qui m'avait choquée. Nous, on en a un petit peu discuté avec notre guide et en fait, il disait qu'il y a toujours les mariages arrangés et qu'en fait, à cause du système de caste, en fait, ils peuvent pas forcément se marier avec la personne qu'ils aiment parce que s'ils sont pas de la même caste, c'est pas possible. Bon, il y en a quand même qui le font. Hein. Moi, j'ai rencontré des Népalais qui étaient mariés et puis qui n'étaient pas du tout du même caste, qui n'étaient pas du tout hindous ou bouddhistes et qui étaient chrétiens et qui ont décidé de vivre comme ça. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Mais moi, pour ajouter aussi au fait du traitement de la femme, c'est que là-bas, il y a les Kumaris. Oui, j'ai la Ces phrase jeunes là-dessus filles, aussi. ces jeunes filles qui sont avant leurs règles, qui sont Kumaris, elles sont traitées comme des déesses parce qu'elles sont pures, etc., etc. Puis qu'elles sont choisies déjà d'une certaine façon. C'est très, 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 très bizarre et très flippant parce qu'elles doivent vivre des choses avant de devenir Kumari. Et puis après, elle est Kumari, mais elle ne peut pas poser un pied par terre, elle est tout le temps portée. C'est des enfants, donc... La dernière en date que moi j'ai vue, je pense qu'elle devait avoir 10 ans. Donc, si on regarde bien, d'ici 4 ans, elle sera plus Kumari parce qu'elle va avoir ses règles.
ou autre chose, mais elle va être relâchée dans la nature, rendue à sa famille, entre guillemets, puis elle va devoir retrouver la vie quotidienne, alors qu'avant, elle était nourrie, blanchie, portée. Et là, toi, tu dis, oh, punaise. Enfin, c'est quand même fou. C'est quand même un des concepts assez fous. C'est incroyable de voir et de pouvoir le vivre, mais elle est laissée à elle-même après, allez, peut-être 5 ans dans le couvent, quoi. C'est affreux. Enfin, si on réfléchit comme ça, après, c'est de leur culture. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est tellement c'est connu, c'est pour ça que accepté. c'est atroce. Mais La en fait, au petite, elle est final, aussi, elle est vénérée, je veux dire, elle Oui, a plein de c'est ça. privilèges. Donc... Totalement, ouais. Ouais, Elle est éduquée hein, aussi. Elle a oui, l'école bien sûr. privée, donc elle a tout, mais... Elle a tout, mais elle a rien, quoi. C'est des critères physiques, ça s'appelle les 32 perfections. Et c'est choisi aussi selon l'astrologie. Ouais. Elle doit faire des tests de courage. Ça, c'est incroyable. Je crois que moi, il m'avait raconté un des guides que j'avais été obligée de payer, parce qu'il m'a un peu forcée, mais c'est pas grave. Il m'avait dit elle se retrouvait dans le noir, puis il y avait des gens qui lui faisaient peur, et puis elle devait pas bouger, pas faire ci, pas faire ça. Moi, je disais, oh, punaise, moi, à 32 ans, aujourd'hui, j'ai peur du noir. Je cours pour rentrer à la maison des fois. À 10 ans, tu dois pas avoir peur. Mm. C'est ouf, quoi. Nous, on avait pu la voir par hasard à Katmandou, justement. Ouais, moi aussi. Et en fait, c'était dans une cour. Mhm. Et elle est sortie, mais je pense 30 secondes. Ouais. Elle est repartie. Ouais. Et voilà. Ouais. Elle sort toutes les heures, je crois. Mhm. Et puis elle reste, bon pas 30 secondes, elle reste quand même 5 minutes, 10 minutes. Ah, moi, c'était très, très rapide. C'était expéditif, hein, ouais. Mhm. Moi j'aurais pu rester en tout cas Et 5 pas de minutes, photos, puis tu dois pas parler. Ouais, pas de En photos, tout cas, pas parler. On vous invite quand même à aller découvrir l'histoire du Népal, ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment... Là, on pourrait en parler toute la nuit. Il y a plein d'anecdotes là-dessus. Et si vous voulez aller au Népal, je pense que c'est... Moi, je l'avais pas fait. Je m'étais pas autant renseignée, en vrai. J'ai appris tout sur le tas. Mais je pense que ça peut être super intéressant pour comprendre la culture, de se renseigner avant, comme dans tous les pays, évidemment. Mais le Népal, c'est assez particulier, donc il y a de quoi voir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et puis, ça a été vraiment un plaisir de faire cet épisode qu'entre girls. Et puis, d'ailleurs, si vous avez déjà fait ce type d'ascension ou si vous avez déjà vécu des choses similaires, bien, n'hésitez vraiment pas à le partager dans les commentaires. Et puis, pourquoi pas, on regardera si ça vous intéresse. On pourrait faire un épisode 2, éventuellement en ajoutant quelques anecdotes ou un partage d'expérience ou autre. Je pense que ça peut vraiment intéresser. Mhm. Et un dernier conseil pour la route, les filles ? Prenez du PQ. N'oubliez pas votre bouillotte. Imagine que tu oses et tout se passe bien. Oh, ça c'était beau, je peux pas rebondir après ça, on Oui, finira tu peux là-dessus. Bon, bah voilà. Non, c'était trop beau. Mais en tout cas, merci beaucoup les filles du fond du cœur, parce que cet épisode était long, c'est vrai, mais je pense qu'on aurait pu en parler encore 3 heures, mais c'est à vivre. Donc ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus. Ceux qui ont peur, n'ayez pas peur, allez-y et tout se passera toujours bien, parce que le plan, il est toujours parfait. Donc voilà. Merci à toutes. Merci. Merci. Merci les filles et à bientôt.